Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant une heure, presque une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue avec nos invités et nous allons parler notamment de l'attentat et de ses suites, du budget et de ses suites et de l'éducation aux médias parce que c'en est la semaine. Pour en parler donc, deux personnalités politiques très éloignées l'une de l'autre et deux experts non politiques qui sont proches l'un de l'autre, en tout cas à la table. Vanessa Lullier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, donc, Michel Goede, auteur et cofondateur de la revue Eulenspiegel. Bienvenue. Bonjour. L'événement de la semaine, c'est cet attentat lundi soir qui a coûté la vie à 2 supporters suédois. C'était place Sainte-Tolette, des sinistres œuvres d'un terroriste islamiste, Abdeslam Laswed, neutralisé, c'est-à-dire abattu 12 heures plus tard dans un café de Schaerbeek. Alors après la sidération vient le temps de l'analyse du risque et la découverte d'erreurs. Les ministres compétents ont été entendus par la Chambre moins de 48 heures après les coups de feu à la Kalachnikov. Thomas Dufrane et Anna Lawan étaient sur place. Dans l'ordre d'apparition dans ce reportage, vous entendrez la secrétaire d'État Nicole Demore, l'ex-secrétaire d'État Theo Franken, le bourgmestre en titre de Schaerbeek Bernard Clerfailly et enfin le Premier ministre Alexander De Croo. La salle de commission pleine à craquer pour l'occasion, 4 ministres, dont le premier sous les projecteurs. 2 jours après l'attaque, les questions sont toujours plus nombreuses. Comment Abdeslam Laswed a-t-il pu passer sous les radars après un refus de sa demande d'asile en 2020 ? Si l'homme n'est inscrit nulle part, la police de Schaerbeek sait qu'il est sur son territoire. En 2022, elle contacte d'ailleurs l'Office des étrangers. Sa radicalisation est évoquée. Le 18 mai 2022, l'Office des étrangers a reçu une demande de la zone de police locale Bruxelles-Nord dans le cadre d'une radicalisation éventuelle de l'intéressé. La police a demandé un résumé de l'historique du dossier. L'Office des étrangers, le jour même, a répondu à la police. L'Office des étrangers sait que l'homme utilise différentes identités. Il avertit le CAM qui n'a pas d'infos pertinentes sur sa dangerosité. L'opposition fulmine. Monsieur Van Quickenborn, son radar n'était pas allumé. Madame Verlinden, son radar n'était pas allumé non plus. Mais le radar de l'Office des étrangers tournait à 100 km/h. Et là où on fulmine aussi, c'est ici à Schaerbeek, parce que malgré le potentiel de radicalisation et un ordre de quitter le territoire, l'homme continue à vivre dans la commune. On demande la démission de Nicole Demore. L'Office des étrangers, dans les procédures, ne prévoit pas de continuer à gérer ces populations migrantes qui n'ont plus de statut en Belgique. Et on ne sait donc pas les gérer, ça veut dire prévoir les politiques d'éloignement qu'il faut faire pour les personnes qui, malgré les procédures légales, n'ont pas eu un accès au territoire. Mais cet après-midi en commission, aucune démission n'est évoquée. Les ministres font plutôt diversion. Ils plaident pour bien mettre en place le retour des illégaux dans leur pays d'origine. De nombreux pays sont exactement dans la même situation, les mêmes problèmes. Récemment, le Premier ministre néerlandais s'est exprimé en la matière avec le Danemark. Nous placerons cela à l'ordre du jour du Conseil européen. La commissaire von der Leyen a fait savoir qu'elle y travaillera concrètement. La secrétaire d'État promet aussi un suivi personnel de tous les gens concernés. Aujourd'hui, 20% des ordres de quitter le territoire sont réellement mis en œuvre en Belgique. Alors Vanessa Lullier, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on aurait pu empêcher cet attentat ? Moi, ça me semble quand même très très compliqué de répondre à cette question et d'empêcher ce type d'attentat parce que on a quand même plus l'impression que pour l'instant, on est devant quelqu'un qui était seul à agir. Il avait apparemment quand même des connexions, on l'a appris vendredi. Oui. En France, en tout cas, c'est ce que j'allais dire, même si aujourd'hui, on voit qu'évidemment, il y a une personne d'origine tunisienne qui a été aussi arrêtée donc vendredi, on l'a appris à Nantes. Pour l'instant, mais il va falloir voir comment il s'est procuré cette arme qui n'est pas une Kalachnikov, mais qui est une autre arme qui est plus complexe à avoir. Donc, mais en tout cas, visiblement, c'est quand même lui tout seul qui a pris cette décision d'agir ce soir-là. Donc c'est compliqué d'arrêter quelqu'un qui agit, pas sur un coup de tête, mais en tout cas qui agit seul, sans une filière comme on pouvait les avoir au moment des attentats de Zaventem et de Malbec. Après, évidemment, s'il n'avait plus été sur le territoire comme il en avait reçu l'ordre, il n'y aurait pas eu d'attentat, en tout cas pas à Bruxelles. Enfin, et encore, on ne sait pas, parce qu'il aurait pu revenir par la fenêtre, si on l'avait mis par la porte. Donc, il avait une épouse à Bruxelles, en tout cas, et une belle-fille à Bruxelles. Une belle-fille. Donc c'est très compliqué de dire... Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse arrêter ce genre d'individu, et je crains qu'il y en ait d'autres, de toute façon, à l'avenir, peut-être dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Ça va aussi dépendre un peu de l'actualité internationale aussi. Alors Michel Goede, on pointe souvent les erreurs après une telle horreur comme un attentat.
Est-ce qu'on a raison d'en parler comme ça tout de suite, ou est-ce qu'il faut mieux attendre, faire une commission d'enquête plus tard? Il faudrait mieux attendre, mais c'est le jeu de l'opposition. C'est normal, c'est le jeu politicien. Et ça a son aspect positif, parce qu'effectivement, un certain nombre de procédures vont être changées, on va améliorer certaines choses. Donc à chaque fois qu'un malheur de ce type arrive, il y a quand même, je pense, des améliorations, et on le voit quand même de manière générale dans nos pays. Il y a énormément d'attentats déjoués. Donc les services fonctionnent. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est finalement impossible de surveiller tout le monde. Oui, donc, c'est finalement le 4e attentat, en tout cas à Bruxelles. Il y a celui de 2014 au musée juif, les 2 attentats de 2016 et maintenant le 4e. Donc, est-ce qu'on ne s'habitue pas aux attentats en passant tout de suite au problème et peut-être pas beaucoup de temps à essayer de se rendre compte de ce qui s'est passé réellement? Pour moi, la problématique, ce qui est problématique, c'est pas qu'on s'intéresse aux éventuelles défaillances de tel ou tel service ou aux fautes de communication, des choses de ce genre. C'est plutôt les aspects politiques de la chose. Vouloir contrôler davantage l'immigration, adopter des mesures plus sévères sur les réfugiés. On voit là, on est vraiment dans l'objectif du terrorisme. C'est essayer de faire peur à la population et de lui faire prendre des mesures qui vont vers l'extrême droite. Il y avait un article dans l'Écho de Sophie Leroy qui dit qu'il y a un risque vers l'extrême droite. Mais ce n'est pas un risque, c'est vraiment ce qui est voulu par dans tous les pays qui sont touchés par les attentats. Et ça, je crois que c'est plus problématique que le fait de rechercher très normalement à améliorer les procédures. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos invités politiques. Tous les 2 sont députés au Parlement bruxellois, l'un dans la majorité régionale et l'autre dans l'opposition. L'un est juriste, l'autre physicienne. Ils ont 2 ans de différence et ce n'est pas la moindre de leurs différences qu'ils entrent. Et on accueille Françoise de Smet, chef de groupe PTB au Parlement bruxellois et Saint-Gilloise. Bonjour. Bienvenue. Et à ses côtés, Marc Levenstein, député défi au Parlement bruxellois, qui lui est forestois, donc voisin de communes voisines. Alors, je vais vous demander à tous les 2, quelles sont vos réactions sur les dysfonctionnements qui apparaissent après cet attentat de lundi soir. Françoise de Smet, d'abord. D'abord, je vais quand même rappeler évidemment qu'on condamne fermement l'acte terroriste qui s'est passé lundi passé et qu'on a encore toutes nos condoléances pour les victimes et tout notre soutien aussi pour tous les services d'ailleurs de secours et ceux qui ont aidé à évacuer les personnes dans le stade. Je pense qu'il y avait beaucoup de solidarité aussi là-bas. C'était voilà, ça faisait chaud au cœur de voir ça. Maintenant, sur les couacs qu'il y a eu, je pense qu'il y a quand même des signaux qui ont été donnés depuis un certain temps. Donc en 2016, déjà, on apprend en fait que les services de sûreté italiens préviennent les pays européens de la dangerosité de ce djihadiste, prévient aussi que oui, il est radicalisé et qu'il prévoit d'aller faire le djihad en Syrie. En 2022, il y a la mosquée qu'il fréquente, où il y a eu un incident aussi, prévient la task force locale de la dangerosité aussi du personnage. Et encore cet été, en août 2023, donc il est agressif envers un réfugié dans la province d'Anvers qui dépose plainte. La police locale se dit tiens, il faudrait quand même arrêter cette personne. Puis ça ne se fait pas. Et finalement, on apprend que normalement, il devait y avoir une réunion le 17 octobre qui, malheureusement, du coup, n'a pas eu lieu. Mais... Donc, il y avait quand même des signaux qui étaient envoyés. Il y a eu un manque de communication, c'est ça que vous dites ? Mais ce n'est pas juste un problème de communication, parce qu'il y a eu de la communication. Donc, l'Italie prévient, la mosquée prévient. Tout ça n'arrive pas au même endroit. Ça n'arrive pas au même endroit. Mais et la commune de Scarbeck les endroits où ça arrive ne prennent pas non plus de décision et ne se disent pas, à un moment donné, il faut intervenir auprès de cette personne. Donc là-dessus, il y a eu des dysfonctionnements. Marc Levenstein, est-ce que ça vaut une commission spéciale au Parlement bruxellois ? C'est quoi ces dysfonctionnements Je pense pas. Alors, je pense pas que ça vaut une commission spéciale au Parlement bruxellois. Il y a des couacs. Il faut faire la lumière là-dessus. Évidemment,
on condamne je ne sais pas si c'est utile de le rappeler, cette attaque terroriste islamiste sur le sol belge à Bruxelles. On salue aussi le travail des forces de police, mais on peut s'interroger, j'ai pu l'entendre aussi au niveau des circonstances, quand on voit qu'une personne a un profil radicalisé, un ordre de quitter le territoire, reste sur le sol belge et arrive à se procurer de telles armes. On s'interroge sur la manière de gérer ce type de situation, et je pense qu'il y a aussi une grande responsabilité politique de la part de certains partis qui sont depuis quasi 20-25 ans sans discontinuer au gouvernement fédéral. Je pense notamment au MR qui se fait le chevalier blanc de plus de sécurité, de la lutte contre le terrorisme, etc. Mais la vérité, c'est qu'on a désinvesti au niveau de la sécurité et de la justice, et qu'on a désinvesti aussi au niveau de Bruxelles. On voit que les moyens octroyés à Bruxelles sont ridicules par rapport à d'autres. Je prends un petit exemple pour situer. Il y a 400 agents de la police fédérale qui sont à l'aéroport de Zaventem, où il y a environ 60 000 voyageurs par jour. Et à côté de ça, on a 3 grandes gares internationales à Bruxelles qui accueillent 180 000 personnes chaque jour, et sont les polices locales essentiellement qui font le travail. Ça veut dire qu'il faut plus de policiers à Bruxelles ? Ça veut dire qu'il faut réinvestir dans la sécurité et la justice, qu'il faut réinvestir dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme religieux, et qu'il faut arrêter de faire des économies en matière de sécurité. Ça me semble essentiel. Et ce qui est aussi essentiel, c'est d'exécuter les ordres de quitter le territoire, a fortiori quand la personne est radicalisée et dangereuse. Un autre élément, c'est aussi le fait de pouvoir, à un moment, décider d'expulser de manière systématique les personnes qui ne sont pas belges et qui sont fichées radicalisées. Je pense que... Donc vous êtes pour, chez des filles, vous êtes pour l'expulsion des non-belges fichés qui sont dangereux, fichés radicalisés. Je prends un exemple. Le fédéral se donne parfois beaucoup de mal pour expulser une aide maternelle qui travaille, qui est intégrée, alors qu'on voit que certains profils dangereux sont sous le radar. Et si on veut retrouver de la confiance des citoyens envers l'État, qui est garant de la sécurité, je pense qu'il y a des améliorations à faire à ce niveau-là. Alors j'ai 2 questions à François Soumet par rapport à ce que disait Marc Levenstein. D'abord, est-ce que vous êtes pour plus de police, de justice et de sécurité à Bruxelles ? Votre réponse là-dessus? Puis après, on le voit aussi dans le problème de gérer les trafics de drogue. Donc la police judiciaire. Donc c'est oui alors. Oui, la police judiciaire a eu 125 c'est intéressant que le PTB agents supplémentaires. Il faut davantage de mesures sécuritaires. Oui, mais donc ici, dans le cas présent, on voit bien en fait que les mesures qui ont été prises étaient trop générales et qu'on doit faire des efforts pour mettre de la surveillance sur les gens qui sont radicalisés. Je vous posais la question sur les moyens. Est-ce qu'il faut plus de moyens ? Il faut plus de moyens, bien sûr, certainement pour la police judiciaire. Et la deuxième question, ça portait sur les expulsions. Oui. Est-ce que là, qu'est-ce que vous pensez d'expulser des non-belges radicalisés et notoires ? Mais écoutez, je veux revenir encore là-dessus. Oui. La lutte contre le terrorisme, c'est avant tout on a une liste avec 700 personnes, la liste de l'OCAM. Les moyens doivent être principalement mis là-dessus pour les surveiller et si jamais il y a du danger, intervenir. Mais intervenir, ça veut dire expulser ou pas ? Mais en 2016, donc les terroristes qui ont fait les attentats en Belgique avaient tous une nationalité belge ou française, donc ça ne va rien changer. Donc, celui de lundi, c'est pas mais le cas. Le problème, ce qu'on trouve, c'est qu'on ne doit pas dévier le débat sur la question des expulsions quand on voit que le problème principal est justement la surveillance et le contrôle des gens radicalisés et ciblés. Michel Gueud, par rapport à cet échange. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On le voit bien dans la montée au créneau de la NVA, etc. Et même dans les déclarations de De Croo, on déplace rapidement le débat sur est-ce qu'en prenant des mesures à l'égard des gens qu'il faut expulser, etc., on va rassurer la population. Et en fait, l'élément même du terrorisme, c'est ça, on crée une peur pour faire des modifications dans l'opinion publique qui vont malheureusement dans le sens de l'extrême droite. Mais je propose de passer Ils sont les meilleurs amis des terroristes. Oui. Alors on va passer à un autre angle par rapport à cet attentat de lundi soir, parce que ce fut aussi l'occasion pour certains, une certaine récupération. Alors il y a ceux qui demandent davantage de sécurité, comme on l'a vu, d'autres qui demandent de ne pas faire d'amalgame, il y a aussi ceux qui justifient le terrorisme ou ceux qui refusent d'employer le mot terrorisme
pour l'une ou l'autre organisation. Il y a ceux qui manifestent, bref, c'est l'occasion d'importer un conflit étranger à Bruxelles. D'autres ne recherchent que des solutions, oui, il y en a quand même, plutôt que les invectives, comme ces jeunes musulmans et juifs qui étaient rassemblés mercredi soir à Schuman, prise de parole de Ninon Berman et de Wassim Alouka, recueillis par Jean-Christophe Peuzès et Thibaut Romens. C'est sûr que c'est un discours qui peut être inaudible dans la sphère, dans la société civile pour le moment. J'aimerais citer Anna Assouline, qui est cofondatrice du mouvement qui s'appelle Guerrières de la paix, et qui dit qu'en fait il y a deux camps, le camp de la paix et le camp de la guerre. Et donc moi j'ai choisi mon camp, c'est celui de la paix, même si pour certains et certaines c'est inaudible. On veut créer une nouvelle dynamique, une communion entre juifs et musulmanes. Qu'on ait une opposition, c'est bien, mais qu'il faut justement apporter une dynamique et ne pas justement importer le conflit. Pas dans le sens qu'on peut ne pas en parler, il faut bien évidemment en parler au vu de la situation tragique à la bande de Gaza et des attaques en Israël, mais il faut justement prendre du recul, avoir de la nuance tout en restant critique et justement apporter un soutien des civils des deux côtés. Alors justement, quand on entend ça, et quand on entend maintenant les paroles de Raoul Debout qui dit « Le Hamas est moins terroriste qu'Israël si on doit juger sur les 10 dernières années », et François de Smet qui lui répond « Ne pas saisir la spécificité d'une barbarie, quel naufrage », on sent que PTB et Défi ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer les paroles de votre président de parti, Françoise de Smet, donc les paroles de Raoul Debout, « Le Hamas est moins terroriste qu'Israël ». Mais donc, on a évidemment d'emblée condamné les actes du Hamas en Israël. Donc, mais si la question, c'est pas que les actes. Est-ce qu'on a condamné le Hamas comme étant terroriste? Parce que finalement, les actes terroristes, oui, effectivement, en Belgique. Oui, mais on n'a aucun problème à condamner le Hamas terroriste. Donc, il y a des civils qui ont été tués et c'est injustifiable, quoi qu'il arrive. Mais on doit aussi, alors, dans ce cadre-là, condamner les crimes de guerre qui sont faits par l'État d'Israël à Gaza. Je rappelle quand même que c'est 2 millions de personnes qui sont sur une toute petite bande. C'est une prison à ciel ouvert. Dans les 10 derniers jours qui se sont écoulés maintenant, il y a eu quasi 1000 enfants qui ont déjà été tués. Donc c'est une population très jeune. Il y a quasi la moitié, ce sont des enfants. Quand vous envoyez des bombes sur la bande de Gaza, vous allez inévitablement toucher des enfants à un moment donné. Et donc ça, c'est interdit. Ce sont des crimes de guerre. Le fait qu'on veut couper l'eau, l'électricité... C'est du terrorisme ou des crimes de guerre? À partir du moment où on touche des civils, si on juge que le Hamas est terroriste, alors l'État d'Israël est aussi terroriste. Eh bien, on va écouter la réponse de Marc Lewenstedt, dont le président s'appelle François de Smet et n'a rien à voir familialement avec Françoise de Smet. Et idéologiquement non plus. Ouais. Mais je rassure les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer la réplique de votre président? Quel naufrage, ne pas saisir la spécificité d'une barbarie? Mais oui, parce que le 7 octobre dernier, ce qu'on a connu, c'est un pogrom. C'est un massacre de juifs, parce que juifs, d'une brutalité inouïe qu'on n'a plus connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est important de rappeler les choses. Le Hamas a été de maison en maison. Il a été tué des femmes, des hommes, des enfants. Il a brûlé des personnes âgées. Il a égorgé des bébés. C'est de la barbarie au sens propre du terme. C'est pas un crime de guerre. C'est une attaque terroriste barbare qui constitue davantage un crime contre l'humanité. Et les bombardements israéliens sur Gaza, comment est-ce qu'on peut les caractériser? Je vais y venir, mais on aborde toujours la question des victimes du 7. Moi, je pense aussi à tous ces otages. Il y a 203 otages aujourd'hui comptabilisés qui sont depuis 2 semaines à Gaza, avec une angoisse certaine pour les otages, mais aussi pour leurs familles. Quand on regarde le profil des otages, on a des personnes âgées de 80, 85, 87 ans, on a jusqu'à des enfants de 9 mois qui ont été kidnappés, qui ont été pris en otage. C'est totalement abject et c'est important de le rappeler. Et je ne dis pas ça, c'est pas de la propagande ici, c'est la réalité. Et c'est important de mettre des mots et de mettre aussi parfois des noms sur ce qui se passe pour personnaliser les choses. Mais on est dans une situation ici, et c'est ce qui me sépare totalement de l'idéologie et des propos de Madame de Smet. C'est la contextualisation, la justification, l'ambiguïté de certains par rapport à ces faits. C'est totalement abject et dégoûtant. On est ici face à une lutte contre le terrorisme
et le terrorisme est l'ennemi de la démocratie et de la liberté. Alors à partir du moment où on joue sur les mots, on ne veut pas qualifier, là on l'a fait à demi-mot, de terroriste le Hamas. Non, je n'ai pas entendu à demi-mot, là j'ai entendu très clairement, à défaut d'autres fois. Oui, sauf à condition de qualifier aussi Israël d'État terroriste, ça a été dit aussi. Et donc la riposte israélienne, elle doit se faire aussi, bien évidemment, dans le respect du droit international et de l'aide humanitaire. Mais le bombardement de civils, c'est ça dont il est question. On parle de bombardement de civils. D'un côté, on demande, enfin, on permet, samedi 7 octobre, les réactions internationales étaient assez unanimes, en permettant à Israël le droit de se défendre. Et puis, on dit qu'ils peuvent se défendre, mais après on critique le fait qu'ils veuillent éradiquer le Hamas, parce que c'est bien ça l'objectif de l'opération. Et ce qu'il est important aussi de dire, et mon président de parti l'a rappelé, c'est qu'on est face à une situation totalement agéométrique entre les deux parties. On a d'un côté, du côté du Hamas, dans son ADN la volonté de détruire Israël, mais aussi une conception assez diabolique de la vie, où on est face à un ennemi suicidaire qui n'aime pas la vie. Et donc on est dans cette situation avec des personnes, des terroristes qui prennent aussi en bouclier humain des civils. Alors malheureusement, dans ce type de situation, il y aura toujours des civils, des malheureux civils qui seront touchés, mais l'objectif c'est quand même d'éradiquer une organisation terroriste qui a commis des atrocités il y a 2 semaines en Israël et qui veut la destruction de l'État d'Israël. Je laisse la possibilité à Françoise de Smet de répliquer là-dessus. Oui, parce que je ne sais pas ici qui finalement choisit un camp. Donc j'ai été très claire sur le fait que tout acte sur des civils est injustifié, mais je ne vous entends pas condamner le fait que le ministre de la Défense israélien a dit on va couper l'électricité, la nourriture, l'eau à 2 millions de personnes et les traiter d'animaux. C'est ce qu'il a dit, ce sont ses mots. Je ne vous ai pas entendu condamner le fait qu'Israël a demandé un déplacement de population d'1 million de personnes. Vous imaginez, une toute petite bande où il y a 2 millions d'habitants, on demande à 1 million de personnes de se déplacer. Ça n'est pas possible. Ne venez pas me dire qu'envoyer des bombes sur des enfants, que des enfants sont là pour soutenir le Hamas. Je veux dire, il faut être un petit peu sérieux à un moment donné. Et je trouve ça scandaleux que vous ne remettez pas ça en question et que vous ne condamnez pas les crimes qui sont en train d'être commis dans la bande de Gaza. Allez, beaucoup d'injonctions de part et d'autre, mais je voudrais quand même une réponse de Marc Lowenstein et après on passera la parole à nos experts. Non, mais moi j'aimerais aussi qu'on puisse condamner l'utilisation et l'instrumentalisation des civils qui est faite par le Hamas. Aujourd'hui, il y a un coupable, c'est le Hamas. Il y a un État qui se défend, avec des armes plus importantes, évidemment, ou des armes différentes, parce que, je l'ai dit, le combat, il est pas équilibré à plus d'un niveau. Et je le dis, on déplore bien évidemment tous les civils qui périssent dans le cadre de ce drame, mais il faut aussi être réaliste et voir la réalité en face. On est face à une organisation terroriste qui instrumentalise sa population civile. Donc, j'ai lu le tweet notamment de Adjal Habib, ni otage ni bouclier. Ça résume bien la situation dans la bande de Gaza. Michel Gueud, il y a aussi eu beaucoup de manifestations à Bruxelles. Est-ce qu'on est en plein dans l'importation d'un conflit ? C'est 2 questions. Je peux d'abord... oui, bien sûr. Vous pouvez réagir d'abord. Vous faites un amalgame, c'est le mot classique, entre des gens qui tuent des civils volontairement et des gens qui attaquent une organisation terroriste et qui font des victimes collatérales. Donc c'est pas la même chose. Vous vous adressez à Françoise de Smet, c'est pas la même chose. Alors, attendons-nous bien. Pour la victime, c'est la même chose. Pour les gens qui perdent des gens et des enfants, c'est évidemment la même chose. Mais l'intention et l'action des Israéliens dans ce domaine-ci, c'est pas de tuer les Palestiniens en général, c'est d'éradiquer le Hamas. Et dans cette action militaire, il y a des victimes collatérales. Et il y en a, c'est un peu cruel de le dire, mais il y en a relativement peu. La dernière opération sur Hamas avait duré 3 semaines de bombardement ininterrompus, 2000 victimes. Si vous voulez tuer les gens à Gaza et que vous voulez bombarder, vous en tuez facilement 10 ou 20 000 en une nuit.
Donc, je ne dis pas qu'il faut tuer les 3000 personnes. Médecins sans frontières internationales alerte depuis plusieurs jours sur la situation dramatique dans les hôpitaux, etc. Je répète, le ministre de la Défense qui dit vraiment on va couper, etc. Si on veut prendre les déclarations qu'il y a des ministres du Hamas, c'est encore pire aussi. Mais c'est pas ça la question. Il y a un couloir humanitaire qui doit s'ouvrir ce week-end. Bon, on verra ce que ça va donner, si possible. Les personnes se sont déplacées. Pas toutes. 1 million de personnes se sont déplacées. Oui, mais donc déplacer 1 million de personnes dans un tout petit espace de 2 millions, c'est une prison à ciel ouvert. C'est mieux de les bombarder. Mais ils sont bombardés. Ils sont bombardés, il y a des morts actuellement. Je voudrais terminer un dernier mot. Pour répondre sur l'importation. Moi, je pense que les gens qui ici sont favorables à la cause palestinienne, qui sont sensibilisés à la cause palestinienne, ils veulent que les Palestiniens aient un État qui puisse vivre en paix et se développer normalement. Les gens qui ont des liens avec Israël, notamment dans la communauté juive, sont des gens qui veulent qu'en Israël, on puisse vivre en paix et se développer librement. Donc on veut la même chose. Voilà. Donc, les gens d'ici, les Israéliens ne sont pas nos ennemis, nous sommes des Européens, les Israéliens ne sont pas nos ennemis, et les Palestiniens ne sont pas nos ennemis non plus. Donc nous devons travailler ensemble à essayer de les rapprocher. Mais ça ne veut pas dire ne pas attaquer le Hamas, parce que ce que vous dites, c'est pas de bombardement, pas d'intervention au sol, et pas de prison, comme vous dites, à ciel ouvert, c'est-à-dire ouvrir la frontière. Alors quand la frontière est fermée, les terroristes attaquent et tuent 1500 personnes en une journée, qu'est-ce qui va se passer si on ouvre la frontière ? Mais donc juste aussi pour rappeler quand même l'importance du contexte, ça fait 75 ans qu'il y a aussi une colonisation de la Palestine par l'État d'Israël. Oui. Donc on demande à l'heure actuelle qu'il y ait un cessez-le-feu. On doit arrêter qu'il y ait des enfants qui meurent dans la bande de Gaza. Vous comparez cela à la colonisation belge au Congo, par exemple? Pour vous, c'est la même chose? Mais ça fait 75 ans qu'il y a une colonisation de la Palestine par l'État d'Israël. J'entends bien. Oui, mais donc tant qu'on ne va pas résoudre cette question et qu'effectivement chacun et son État, on risque d'avoir des violences qui vont continuer. Donc il faut maintenant un cessez-le-feu le plus vite possible pour qu'on n'ait plus de morts et qu'on se mette autour de la table pour résoudre cette question. Ça, j'ai pas dit. Un cessez-le-feu, c'est un cessez-le-feu avec le Hamas. Mais un cessez-le-feu, d'abord, on arrête de tuer des gens, des civils. Donc il ne faut pas se défendre, c'est ce que vous dites. Alors, je un tout petit mot à Marco. J'essaie de comprendre, parce que Mme de Smet dit que ça fait 75 ans. Mais on ne va pas importer le conflit sur notre plateau. Donc, certainement pas. Mais c'est important de comprendre, parce que quand on dit il y a 75, ça fait 75 ans qu'Israël colonise la Palestine, il y a 75 ans, l'État d'Israël a été créé en 1948, suite à une résolution de l'ONU de 1947 qui vise à partager le territoire de Palestine en 2 États, un État juif, un État arabe, proposition rejetée par les Palestiniens, par les États arabes voisins, etc. Donc, est-ce que ma question, quand on parle de colonisation depuis 75 ans, est-ce que ça veut dire que vous estimez que l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister ? Non, évidemment. Alors. Voilà, arrêtons-nous là. On va passer à présent à notre tête d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. On commence par vous, Françoise. Hubert Reeves, l'astrophysicien québécois décédé à 91 ans. Louise Gluck, la poétesse américaine Nobel de littérature qui a tiré sa révérence à 80 ans, Antonio Solimando qui passe de RTL à la communication d'écolo, ou Mahsa Amini, victime il y a un an des mollahs iraniens, prix Sakharov du Parlement européen en fin de semaine. Alors, qui choisissez-vous? Qui choisit Françoise, la physicienne? Qui choisit Hubert, Louise, Antonio ou Mahsa? Je vais choisir Hubert Reeves. Voilà. Pas de surprise. Donc un astrophysicien. Un astrophysicien, mais qui a surtout permis de vulgariser en fait et d'enthousiasmer surtout beaucoup de gens à la science. Et ça pour moi c'est très important. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup stimulé en tout cas dans mes études de physique. Et il avait une phrase assez emblématique. Il disait quand on avait une éclipse de soleil, il dit qu'on a une éclipse partielle, c'est le baiser de la fiancée, et quand on a une éclipse totale, c'est la nuit d'amour. Et donc voilà, je pense que c'était en 99 qu'on a eu la chance d'avoir une éclipse totale tout près de chez nous, et donc je n'ai pas manqué d'aller la voir. Bon, voilà. Et vous, Marc, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Michael Caine, l'auteur qui, à 90 ans, décide de prendre sa retraite.
Catherine Moreau, bourgmestre de Molenbeek, déstabilisée par des accusations et des accusateurs qui veulent sa retraite. Philippe Biden, chroniqueur gastronomique prématurément disparu cette semaine, ou Donald Tusk, qui a gagné les élections polonaises avec son mouvement pro-européen. Qui choisissez-vous? Michael, Catherine, Philippe ou Donald? Je prends Donald Tusk, oui. Parce que je pense que c'est important de préserver nos démocraties en Europe et que voilà, on était mal parti avec l'ancien gouvernement polonais. Donc j'espère que Donald Tusk permettra avec son nouveau gouvernement de donner un nouvel élan à la Pologne et à des relations apaisées au niveau européen. Peut-être ce qui est une bonne nouvelle, c'est de se rendre compte que dans démocratie illibérale, il y a quand même encore le mot démocratie, donc il y a encore des élections et encore on peut changer de gouvernement. 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé. Pourquoi? Marc Lowenstein, on va commencer par vous. Le succès des sacs orange suite à leur généralisation. Le professeur abattu à Arras par un terroriste islamiste. Le retour des films de Noël sur les télévisions. La guerre en Ukraine pratiquement évaporée, le Proche-Orient occupant tout l'espace médiatique, ou l'ouverture du premier franchisé de l'Aise à Laken sans mouvement d'humeur. Que choisissez-vous? Alors, comme on a déjà parlé des attentats, oui. Je vais parler des sacs orange pour changer un peu de sujet. Pour, on a eu d'ailleurs un débat en commission mercredi sur le sujet. Alors oui, c'est important de trier, c'est important aussi que la collecte des déchets soit organisée de manière la plus efficace possible et évite que finalement on retrouve nos rues plus sales après qu'avant. Alors évidemment que le sac orange a du succès puisque le tri est obligatoire au niveau des déchets organiques, mais il y a quand même encore pas mal de couacs, notamment au niveau des difficultés pour certains, voire l'impossibilité de sortir leur sac aux horaires qui sont imposés. Et donc ce qu'on a mis sur la table mercredi, et ce qu'on a fait déjà par ailleurs plus tôt, c'est le souhait de voir généraliser aussi les conteneurs enterrés intelligents et remplacer finalement la collecte de porte-à-porte. À terme. À terme, oui. Françoise de Smet, une autre info de la semaine à sélectionner dans cette liste? L'ouverture du premier franchisé de l'Aise. Ça vous énerve ou ça vous ravit? Ça m'a énervé. Ah, je m'en doutais aussi. Ça ne m'a pas ravi, non, parce que voilà, on est en train d'aller vers plus de détricotage encore des conditions de travail. Donc les gens vont être repris à des moins bonnes conditions que ce qu'ils avaient précédemment. Mais là, dans notre reportage, il disait que c'était les mêmes conditions pour l'instant. Oui. Bon, c'est ce qu'il disait, en tout cas, dans notre reportage. On verra, parce que ce qui était prévu, en tout cas, c'est qu'il y ait quand même pas mal d'employés qui gagnent moins que ce qu'ils avaient à l'heure actuelle dans les grands de l'Aise. Et puis, surtout, voilà, ça va surtout rapporter aux actionnaires encore de la chaîne. Ça, c'est l'élément principal, plus le fait que ça va détricoter dans... Mais s'ils reçoivent moins de dividendes, ils pourront moins payer la taxe sur les riches et sur les millionnaires. On préférait que ce soit redistribué chez les travailleurs directement. Ils l'ont fait, c'est une action marquante de la semaine. Je vous demande de réagir là-dessus, juste en une phrase. La question, c'est Disney ou Strasbourg. Les parlementaires européens ont vu leur TGV, les transportant de Bruxelles à Strasbourg, en début de semaine, les emmener jusqu'à Euro Disney. Et c'est attaché parlementaire de conclure, ce serait plus facile avec un seul siège de train, je suppose. Le train était mal aiguillé. Petite réaction là-dessus? Non? C'est assez cocasse. Cocasse, oui. Marc Lowenstein? Oui, sur ce point, je suis d'accord avec ma collègue. Voilà. Alors, stade, deuxième fait marquant, stade ou pas. Pour les 50 Disney. Les propriétaires de l'Union sont en attente d'un accord avec la commune de Forêt. Ils ont décidé de lancer un concours d'architecture. Et donc là, on a Saint-Gilles contre Forêt. Vous êtes de quel côté? Du côté de l'Union ou de la majorité communale à Forêt, Marc Lowenstein? Vous êtes à Forêt. Hein? Moi, je suis à Forêt et quand l'Union marque, on dit ici c'est Saint-Gilles. Donc voilà. Oui. Mais donc, alors, est-ce qu'il faut aller au BEMT? Alors, je pense que c'est une piste qui doit être sérieusement envisagée. Il y a toute une série de freins qui sont pour l'instant mis sur la table. Mais ces freins sont des obstacles ou pas? Ce sont des obstacles qu'on peut clairement lever, à mon sens. Et donc, j'espère vraiment qu'une solution sera trouvée et qu'on aura très prochainement un nouveau stade de l'Union sur le site du BEMT. Et la Saint-Gilloise dit quoi? Il y a des avantages et des inconvénients à mettre un nouveau stade à cet endroit-là. Je pense que le fait qu'on est près de l'autoroute peut avoir des avantages. Maintenant, on doit faire attention aussi aux clubs sportifs qui sont actuellement
sur le site, etc. Et donc ça va demander quand même pas mal de concertation. Mais sur le principe, vous êtes pour ou contre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous êtes quand même d'accord sur certaines choses. Hein. Alors, ils l'ont dit, vous allez aussi réagir brièvement sur une phrase, sur des paroles fortes ou étonnantes. À Molenbeek, je suis la femme à abattre, a dit Catherine Moureau. C'était mercredi dans Bonjour Bruxelles. Françoise de Smet, c'est la femme à abattre? Je ne sais pas si c'est la femme à abattre, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est assez tendu dans la majorité et à l'intérieur même du Parti socialiste, j'ai envie de dire. Donc, il va falloir quand même, à un moment donné, qu'on avance, parce que les Molenbeekois attendent surtout qu'on s'occupe de leurs problèmes avant d'avoir une pagaille pareille. Marc Lowenstein, c'est un conseil communal défi qui a mis un peu le feu cette semaine. J'ai vu ça. Oui. J'ai vu. Alors moi, je ne connais pas le dossier en détail. J'entends certaines critiques qui lui sont faites. Alors, je ne sais pas si je suis la femme. Je sais pas si je suis la femme à abattre, mais en tout cas, ce que je déplore ces derniers temps, de plus en plus, c'est le fait qu'on vise davantage les hommes et les femmes politiques que leurs idées. Et donc ça, c'est un enjeu important qu'il faudra prendre très au sérieux, sous peine d'arriver à des drames. Oui. C'est vrai, ça fait bien de le dire, mais on va quand même dire un petit mot de Rachid Ben Salah, qui est ce conseil communal défi, que j'ai appelé monsieur entre guillemets, parce que ce collègue défi au conseil communal, qui proposait de destituer la bourgmestre Moureau, il faudrait quand même lui demander d'utiliser un peu moins souvent des expressions moins clichés. Il y a du coup, il y a et donc, mais lui, dans son cas, c'est entre guillemets. Mercredi soir, il était en duplex du conseil communal dans notre journal, et en 2 minutes, il nous a servi 8 entre guillemets. Un record, la preuve par l'image. On va essayer de pouvoir continuer, entre guillemets, c'est effectivement l'objectif, entre guillemets, dans un premier temps, pouvoir, entre guillemets, c'est très facile de pouvoir, entre guillemets, se cacher, surtout au vu du nombre, entre guillemets, d'incidents, la lettre, entre guillemets, que ce soit, entre guillemets, la supposée agression, entre guillemets, des comptes rendus fictifs. On va essayer de pouvoir... Bon, on a raté les derniers entre guillemets, là. C'est dommage. Il y en avait 8. Donc, Vanessa Lully, on va en profiter pour passer à notre sujet suivant, qui est l'éducation aux médias. Alors justement ici, j'ai réalisé un montage honteux de 2 minutes de Rachid Ben Salah. J'en ai fait 20 secondes. Est-ce que je vais être condamné pour cela? Mais moi, je pense que vous allez aller travailler bientôt pour Quotidien, surtout. Ça ferait une bonne séquence. Donc, mais... Non, puisque vous l'avez bien présenté en disant que c'était des extraits, donc on comprend assez rapidement que c'est une parodie, que c'est un montage. C'est pas une parodie, puisqu'il a vraiment pas une parodie, mais c'est un montage. C'est un montage. Vous avez trouvé? Moi, je ne me moque pas. Je ne me moque pas. Je lui demande juste d'utiliser d'autres clichés. C'est pas votre style. Mais effectivement, on voit bien que c'est un montage. Vous n'avez pas fait un faux. Il les a dit, ces propos. Alors évidemment, c'est un peu tourné, mais pour ça, on ne peut pas être condamné, et la parodie n'est pas condamnable, en tout cas. Alors, parlons de Semaine de l'éducation aux médias, parce qu'elle se termine en fait aujourd'hui. Alors, vous avez été notamment dans des classes, hein, et souvent on reçoit des journalistes, et alors les élèves posent des questions. Il y a des classes qui visitent aussi BX1 pendant cette semaine. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes reçu comme étant le Messie ou bien comme un extraterrestre? Je trouve que ça dépend des âges en fait des enfants. Plus ils sont petits, plus ils sont curieux, et c'est plutôt avec de la bienveillance et vraiment de la curiosité primaire. Quand on passe sur des adolescents, on arrive dans autre chose. Il commence à y avoir quand même une remise en question souvent des médias entre guillemets traditionnels, oui, entre guillemets. Par rapport aux médias entre guillemets alternatifs. Moi, j'ai un petit peu du mal en fait avec ce terme d'alternatif ou de traditionnel. Je pense que ce sont des médias complets. Il faut voir en fait le travail journalistique qui est fait derrière. Et donc, notamment, je trouve que c'est très important d'expliquer aux jeunes, aux adolescents, la différence entre une vidéo qu'ils peuvent voir sur TikTok et une vidéo qu'ils peuvent voir sur le site internet de BX1 ou d'un autre média officiel, en tout cas, qui a pignon sur rue. On est vraiment avec ce travail de recouper l'information, de la vérifier, même si, effectivement, parfois, je trouve qu'on dit des choses qui, finalement, ne sont pas justes ou ne sont pas vraies, mais on doit pouvoir en tout cas le rectifier. Et ça, c'était une des questions, les plus difficiles qui m'ont été posées par des enfants. Ça a été, mais alors, madame, tout ce qu'on lit dans le journal, c'est vrai.
c'est très compliqué de leur expliquer, bah oui, le journaliste a fait un travail de recouper ses sources, de vérifier l'information, et puis en fait, bah non, ce qu'il a dit, c'était peut-être pas vrai, il s'était peut-être trompé, ou partiellement en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est très important d'expliquer ces différences-là, et d'avoir aussi, et de garder la confiance des citoyens, que ce soit des enfants, des adolescents, ou même les adultes après. Justement, Michel Gueux, vous vous êtes adressé à des plus âgés en donnant cours de médias. Et là, comment ça se passe? Comment c'est reçu? Alors, je dirais deux choses. D'une part, il y a aujourd'hui dans cette tranche d'âge une très grande méfiance à l'égard de tout ce qui est institutionnel. Donc la parole des gouvernants, la parole des médias, la parole des scientifiques, la parole des entreprises, chaque fois systématiquement mise en question, à partir de l'éducation qu'ils ont reçue à l'école secondaire, le développement de l'esprit critique. Soyez critique, utilisez votre esprit critique. Du coup, plus rien de ce qui est mis par une instance autorisée n'est reçu comme parole d'évangile. Ça, c'est une première chose, et qui est donc une sorte d'effet pervers du développement de l'esprit critique. Et puis, d'autre part, par rapport aux journalistes, il y a une certaine idée complotiste, c'est-à-dire qu'on imagine qu'ils introduisent des biais volontaires. Il est assez difficile de travailler sur une notion importante qui est l'idée du vraisemblable. Par exemple, ce qui s'est passé avec l'hôpital à Gaza, c'est vraisemblable. On bombarde, il y a une bombe qui tombe sur un hôpital et il y a 500 morts. Donc quand on a cette information, elle est vraisemblable. Un journaliste qui la reçoit se dit, ben oui, ça peut arriver. Donc il a une tendance à la croire et à la transmettre. Et puis après ça, il y a des informations qui viennent démentir, et il va démentir. Et pour le public, c'est la même chose. Il va recevoir une information qui lui paraît vraisemblable ou pas. Donc le travail sur le vraisemblable qui sont très importants, je pense, dans l'éducation aux médias, sur la différence entre le vrai et le vraisemblable. Alors Françoise de Smet, vous êtes une scientifique, donc je crois que ça vous parle quand Michel Gueux dit on n'écoute plus la parole des politiques, des médias et aussi des scientifiques. On a vu avec le Covid, c'était difficile pour les scientifiques de se faire entendre. Comment vous ressentez cela? Et quels sont peut-être les remèdes? Oui, effectivement, c'est pas toujours évident au niveau médiatique de faire la part des choses. Et donc, je pense important, effectivement, l'aspect de recouper les sources, faire des vérifications. Et là, dans ce sens-là, par exemple, je pense que c'est très important aussi d'avoir des bonnes conditions de travail pour les journalistes, parce que quand ils n'ont plus le temps, parce qu'ils doivent courir derrière de plus en plus de reportages, justement, de faire ce travail de recoupe, ça devient problématique. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Donner plus de moyens aux médias. Et d'avoir des meilleures conditions de travail pour les journalistes. J'ai noté, je ne dis pas ça juste pour vous frotter la manche. Mais ça permettrait aussi à des pigistes, par exemple, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans notre profession, d'être mieux payés. Absolument. De pas, je vais surtout parler de la presse écrite là pour le coup, mais de ne pas devoir produire des articles, parce que quand on est en presse écrite, il faut savoir que beaucoup de journalistes sont toujours payés au caractère, ça se fait de moins en moins, mais personnellement, quand j'étais pigiste dans un grand journal belge, j'étais payée au caractère, donc à la touche de clavier. Donc on a intérêt à écrire le plus possible. Donc on a intérêt d'écrire beaucoup, d'être productif, en fait, pour pouvoir simplement boucler sa fin de mois. Et ça, effectivement, là-dessus, c'est problématique, parce qu'on veut dire qu'on fait un travail de moins bonne qualité. Est-ce qu'on doit nationaliser tous les médias pour faire fonctionner ça, c'est aussi une bonne question, parce que, par exemple, ce qu'on voit en France, c'est qu'il y a de plus en plus de milliardaires qui sont à la tête de grands groupes médiatiques avec la télévision, la presse écrite, etc. Et oui, on a des craintes quand même. Quand on voit maintenant Elon Musk qui a repris Twitter, on voit qu'il peut intervenir comme ça du jour au lendemain. Comme milliardaire, je rachète et je décide de comment ça se passe. C'est pas un média, hein, ça c'est un support. Oui, mais il y a quand même très utilisé d'ailleurs par les membres du PTB d'ailleurs. Qui passent par. Oui, mais comme d'autres aussi, hein, donc nous ne sommes pas les seuls. Bien sûr, mais on pourrait se dire, tiens, on boycotte les privés qui utilisent cela comme levier. Si on avait un Twitter nationalisé, toujours critiqué le PTB parce que ça, c'est certain. Le PTB investit beaucoup, notamment sur Facebook. C'est vrai que parfois, ça peut apparaître comme étant paradoxal. Mais ça, bon voilà, je ne veux pas rentrer de nouveau dans un grand débat, mais si on passait plus souvent aussi dans les grands médias comme les autres partis, on utiliserait évidemment moins. Ici, vous êtes quand même reçu de manière tout à fait représentative. Mais dans d'autres endroits, ce n'est pas forcément le cas. Oui, alors il ne faut pas nous mettre tous dans le même sac. Marc Levenstein, alors, en éducation. Je pense que le PTB passe plus dans les médias que des filles.
Or, Défi, je vais faire un petit comparatif, hein. Voilà, ben oui. Mais donc, Défi a dépensé 60 000 euros sur Facebook depuis 2019. Le PTV a dépensé avec le PVDA 2,4 millions d'euros sur Facebook. Bon, je dirais un mot, à la place de Françoise de Smet, c'est surtout en Flandre que cet argent PVDA, est dépensé. Non, oui, on ne passe quasi pas dans la presse en Flandre. Enfin, donc, oui, il faut voilà. bien qu'on je s'exprime dis d'une juste qu'il y a manière ou d'une 2,4 millions d'euros d'argent public qui sont utilisés pour faire de la propagande sur les réseaux sociaux. Public, ce serait magnifique. Et donc, oui, mais vous mettez 2,4 millions d'euros, vous les offrez à une multinationale comme Facebook. Mais j'espère voilà. que vous estimez qu'on a le droit de s'exprimer quand même. Bien sûr, mais moi j'aimerais, et ça c'est aussi une question importante dans le cadre de l'éducation aux médias, que la communication politique soit une communication politique qui soit responsable et qu'on ne souffle pas sur les braises, qu'on ne mette pas de l'huile sur le feu, qu'on ne crée pas, qu'on n'attise pas la haine ou la peur des gens pour récolter davantage de voix. Et ça, c'est la responsabilité, et c'est votre responsabilité au niveau du PTB, PVDA, et c'est ce qui nous sépare diamétralement. Il faut avoir de la nuance, il faut être responsable, et soit on choisit de faire partie de la solution, soit on reste le problème. Mais moi, je vous invite à être davantage vertueux sur les réseaux sociaux que vous ne l'êtes aujourd'hui. Ça, c'était un premier élément. Deuxième élément, par rapport à ce que vous disiez, par rapport notamment à la... Sur l'aspect vraisemblable de certaines informations. Hein. C'est intéressant de voir aussi que la source qui a amené la diffusion de l'information sur le bombardement de l'hôpital, c'est l'AFP. Après, l'AFP a eu comme source le Hamas. Et donc, évidemment, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle, de manière, alors on va dire, ça va très vite, etc. Mais qu'on reprenne une information du Hamas, vous voulez dire, je pense, bien évidemment. Et ce qui est important, et je reviens ici sur l'aspect responsabilité politique, c'est que une série de mandataires politiques, notamment régionaux, ont réagi en attaquant directement, en condamnant Israël par rapport à cette attaque. Il y a toute une enquête qui a été faite qui démontre que finalement ça vient d'une requête du djihad islamique et on n'a pas vu de démenti de mea culpa de la part de qui que ce soit, et ça je trouve que c'est problématique. Il y a d'autres bombardements qui sont reconnus par Israël par ailleurs, mais donc dans ce cas-ci effectivement... Ça fait des dégâts même ici, donc c'est important de le rappeler. On va passer à présent à notre dernier sujet, le gouvernement bruxellois qui a bouclé son budget un peu en dernière minute, et le ministre-président a fait sa déclaration annuelle, ce qu'on appelle la DPR. C'était jeudi après-midi devant le Parlement bruxellois. Vendredi, c'était le moment du débat et des répliques. Donc, au programme, on prévoit de repousser certains projets, notamment en matière de mobilité, et Rudy Verwoerd caresse quand même des projets de nouvelles recettes en changeant carrément notre fiscalité. On l'écoute. Bien sûr, la présence de ces travailleurs rapporte à l'économie régionale, mais on sait très bien qu'au total, Bruxelles ne bénéficie pas du juste retour des richesses produites sur son territoire. Il ne serait pas normal, dans un État au fédéralisme poussé, que les règles de la fiscalité s'inspirent de celles qui prévalent entre les États. Et donc, que la règle soit la fiscalisation des revenus du travail sur les lieux du travail. Alors ce budget, et cette volonté de s'adresser finalement à ceux qui travaillent plutôt qu'à ceux qui habitent, tous les Bruxellois sont pratiquement d'accord là-dessus. Il va falloir convaincre les Flamands et les Wallons. Oui, c'est ça. Je ne vois pas quel parti, effectivement, va dire qu'il n'est pas d'accord d'avoir plus d'argent. Après, c'est surtout peut-être en Flandre et en Wallonie, ça va être compliqué à appliquer, effectivement. Mais à un moment donné, c'est vrai que Bruxelles ne peut pas non plus payer pour des infrastructures. Enfin, le métro, par exemple, qui est utilisé par tout le pays, simplement avec Bell'iris. Donc, il y a un moment, il faut peut-être revoir cette fiscalité. Surtout si on veut aller vers un... Enfin, si on va, parce que les francophones ne veulent pas forcément, mais si on va vers un État un petit peu plus confédéral, ça va être compliqué de trouver d'autres solutions après. Ça va être sans doute sur la table. Alors, c'est la dernière déclaration régionale de cette mandature. Est-ce qu'elle était surprenante, Françoise de Smet, depuis les bancs de l'opposition? Vous avez été surprise? Surprenante, non, mais on est surtout très inquiet par la situation. Et donc, par l'endettement, je veux dire. Il y a l'aspect endettement, mais il y a surtout la situation de tous les Bruxellois et Bruxelloises. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette déclaration pour les derniers mois qui restent? C'est qu'il y a plein de différents prix et tarifs qui vont de nouveau augmenter, alors que la situation des ménages est déjà compliquée. Donc, les loyers, le blocage de l'indexation partielle est fini, le prix de l'eau a augmenté, on parle d'augmentation des tarifs de la STIB maintenant chaque année, on parle d'une augmentation de la taxe de circulation. Et donc, il y a toute une série de choses qui vont augmenter
augmenter, et d'autre part, on entend qu'on va faire des économies dans les services publics. Et donc, on est très inquiet par la situation parce qu'on voit que la précarité augmente depuis des années déjà dans la région et que maintenant le gouvernement va en plus s'attaquer encore plus aux travailleurs et donc ça ne va pas arranger la situation. Donc vous trouvez qu'il faut dépenser davantage et s'endetter davantage pour aider la population bruxelloise? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans les moments de crise, oui, on a besoin plutôt d'investissement pour résoudre les problèmes de la population plutôt que de faire des économies. Là, on va encore aggraver la situation sinon. Mais après, il faut trouver évidemment des moyens pour payer évidemment cet endettement. Où la région peut-elle trouver ces moyens? Mais donc, nous, on ne plaide pas pour de nouveau accentuer la concurrence entre les régions et donc faire forcément des modifications au niveau de l'IPP, etc. Mais la fiscalité en général. On plaide plutôt pour aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les plus fortunés. On peut le faire à là Bruxelles, où l'argent s'est accumulé. Est-ce qu'on peut le faire au niveau de la région bruxelloise? Oui, on pourrait mettre certaines taxes. On pourrait faire contribuer, par exemple, les promoteurs immobiliers beaucoup plus dans la région. Ça pourrait déjà aider au niveau de la production de logements sociaux, etc. dans notre région. Mais on plaide évidemment au niveau fédéral, ça vous le savez, il n'y a pas de secret là-dessus. À ce qu'il y ait un impôt sur la fortune qui soit mis en place. Et alors, on a une redistribution sur l'ensemble du pays. Est-ce que vous trouvez qu'il faut encore augmenter le cadastre et le foncier pour les propriétaires bruxellois? Il a beaucoup augmenté. Certainement pas pour les petits propriétaires. D'ailleurs, on s'est opposé dans les communes à l'augmentation du précompte immobilier, certainement pour les tout petits propriétaires, parce que ça devient énorme pour eux, surtout les familles monoparentales qui crient au secours maintenant, qui ont vraiment du mal à payer ça. Et on plaide plutôt pour en fait un précompte immobilier qui soit progressif. C'est-à-dire qu'on allège pour les petits et on fait plus contribuer les gros multibailleurs. Plus progressif. Marc Loewenstein, le budget, alors c'est 10 sur 10 pour le ministre-président Et pour le ministre du Budget? Oui. Non, je ne vais pas dire que c'est 10 sur 10, ce serait mentir. C'est un budget qui est compliqué. En termes d'économie ou de recettes nouvelles, il y a toute une série de pistes à explorer en parallèle et à développer en parallèle. Il y a évidemment des économies à faire au niveau des frais de fonctionnement, du personnel, en ne remplaçant pas spécialement tous les départs à la retraite, par exemple. Il y a de la rationalisation à faire au niveau des organismes d'intérêt public, peut-être un retour vers le ministère de toute une série d'OIP qui ont été sortis, avec aussi un impact sur le paiement des pensions, qui est du coup supporté au niveau fédéral. Ce sont des petites mesures, des petites mesures, pas des petites mesures, mais ce sont des mesures qui doivent être prises. Des efforts aussi à faire de la part de chacun. On ne peut pas imposer à l'un de vouloir, par exemple, réduire les allocations familiales ou augmenter les titres-services sans essayer de faire un effort de son côté, par exemple en revenant par exemple en arrière par rapport à la gratuité des transports. La gratuité des transports ou la semi-gratuité, donc on est, je dis pour les jeunes et les seniors, c'est 12 euros, c'est 12 euros par an, alors qu'avant c'était 50 euros pour les jeunes et 60 euros pour les seniors. Du coup, la STIB a besoin d'argent. Oui, mais la STIB aujourd'hui, elle se finance, elle a 25% de ses recettes lui sont propres et le reste vient de la région. On venait de 45%, donc on est dans une situation où il faut revoir peut-être les priorités. À partir du moment où on veut investir, et c'est notre souhait, on préfère investir dans des transports publics puisqu'il s'agit notamment de mobilité qui soit confortable, fréquente et sécurisée, plus que sur la gratuité qui a un coût énorme. Et il faut le savoir et à un moment il faut faire des choix. On passe au coup de cœur. Vanessa, vous vouliez nous parler d'humoriste. Mais oui, pour une fois, je vais vous faire sortir de la région bruxelloise. Jean-Jacques, je sais que vous aimez bien rire quand même, on l'a vu. Pour aller donc au Vous Rire de Liège qui se tient actuellement, ça sera à Liège, évidemment. Oui. Ça sera jusqu'au 25 octobre. Alors, il y a plein d'humoristes qui sont encore avec des places à vendre, notamment des plus jeunes, comme Denis Ritchie, qui est un petit coup de cœur aussi. Il y a Pablo Andrés, pour les plus connus. Et puis, il y a un certain Gad Elmaleh aussi. Alors, son spectacle au Forum, évidemment, c'est complet. Mais par contre, il sera à Bruxelles, dans la toute petite salle du Kings of Comedy Club à XL, pour 2 soirs, et notamment le jeudi 19... jeudi prochain. Jeudi 26. 26 octobre. Et donc, à 19h, c'était pour ça. Ouais. Et il y a encore des places. Merci, Vanessa. Et vous, Michel, c'était d'un livre dont vous vouliez parler. Oui, je voudrais parler d'un petit livre de Charles Anderlin, qui est un franco-algérien, journaliste, qui travaille longtemps pour France Télévisions. Qui vit en Israël. Qui vit en Israël, qui est franco-israélien, et qui a écrit un petit livre contre Netanyahou et la politique d'extrême droitisation
du gouvernement qu'il a mis sur pied et qui est combattu, comme vous le savez, très largement par une grande partie de la population avec des manifestations monstres depuis presque un an. Mais ce livre n'est-il pas un petit peu désuet maintenant avec tout ce qui se passe dans la région ? Il n'est pas désuet parce que justement ce sont, je dirais, deux choses différentes. Autant je crois la gauche et la droite israélienne sont unies contre les attentats terroristes qui viennent de se produire et pour la volonté d'en finir avec le Hamas. Autant il y a toute une série de choses qui doivent être critiquées dans la politique israélienne et cette démocratie très vivante, il faut bien le dire, puisqu'il y a cette opposition. Et donc il raconte tout ça. On n'est pas forcément d'accord avec tout, mais c'est un bon témoignage de ce qui se passe actuellement en Israël. Et moi, je voudrais vous donner un coup de cœur pour Tim Burton et son monde extraordinaire, exposé à Tour et Taxi, des dessins, des animations, des décors, des personnages, de Beetlejuice à la chocolaterie, en passant par Alice au pays des merveilles. J'ai adoré. C'est très beau. À côté, il y a Tintin, aussi l'immersion Tintin. Bon, moi, je préfère personnellement Tim Burton. Rapidement, en quelques secondes, quelque chose à faire ce dimanche, Marc Lowenstein, à Forêt peut-être ? Eh bien oui, il y a quelque chose à faire dimanche à Forêt. Il y a Race for the Cure, donc c'est l'événement de Think Pink pour lutter contre le cancer du sein. Donc il y a une course qui est organisée et c'est rendez-vous pour ceux qui le souhaitent encore. Je pense que les inscriptions sont peut-être fermées, mais clôturées, mais il y a peut-être moyen encore d'y participer. C'est à 10h au stade Bertelson à Forêt. Très bien. Et vous, Françoise de Smet ? Or, moi, le dimanche, c'est repos et se promener au grand air. Voilà. Merci à tous, à toutes. On se retrouve après les vacances de Toussaint.